Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode d'Innovation. Voici le sommaire. Connaissez-vous l'astrologue ou les faux présages? C'est la dernière pièce de Molière. Elle est inédite, alors non, elle n'a pas été écrite par la main du dramaturge, mais par une IA française. Les détails à suivre dans les 3 infotech. Innovation se penche cette semaine sur la Sportech. Nous vous emmènerons à la découverte d'iBrainTech, une entreprise israélienne qui a développé des capteurs qui vous permettent de contrôler un joueur de football virtuel. Objectif, permettre aux athlètes blessés de continuer à s'entraîner pour ne pas perdre leurs réflexes. Enfin, dans le rétroviseur d'Innovation cette semaine, GoPro. L'idée est née dans la tête d'un surfeur australien sans emploi au début des années 2000. Depuis, lui est milliardaire et sa caméra s'est imposée comme l'œil des sportifs. Voilà pour le sommaire, place tout de suite aux 3 infotech de la semaine. Et si Molière écrivait une nouvelle pièce en 2026? Alors vous me direz que Molière est mort il y a 352 ans et vous avez raison, mais des spécialistes du dramaturge et des artistes ont réussi à créer une œuvre inédite dans le style de Molière. La pièce s'appelle L'astrologue ou les faux présages et une IA l'a écrite exactement comme l'aurait fait Molière. Elle sera présentée sur scène l'an prochain. Écoutez l'un des metteurs en scène et l'un des artistes qui ont participé au projet. Qu'aurait fait le grand Molière l'année suivante après le Malade imaginaire? C'est la question qu'on s'est posée. Et donc on a cherché quel type de pièce il aurait pu écrire. Un des sujets qu'il avait abordé, mais en filigrane dans plusieurs de ses autres œuvres, c'est l'astrologie. Et donc c'est une des formes de la crédulité humaine qui était très présente à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs, et qui faisait l'objet de critiques de Molière par-ci par-là contre les faiseurs d'horoscopes. Ce qu'on s'est dit, on essaye de reproduire un petit peu le processus de création de Molière avec l'état de l'IA aujourd'hui, que ce soit visuel, dans le texte ou dans la musique. Et si on obtient des résultats plus ou moins satisfaisants, alors oui, on pourrait le faire. Mais on s'est jamais dit, on va le faire quoi qu'il arrive. Et en voyant le premier résultat et en étant tous bluffés, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de travailler sur le sujet. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Après la Coupe du Monde de foot des robots la semaine dernière, place désormais à la Formule 1 sans pilote. La 2e édition du tournoi s'est tenue à Abu Dhabi ce mois-ci. 6 véhicules autonomes se sont affrontés sur le circuit dépassant les 250 km/h. Seuls 4 d'entre eux ont fini la course. C'est mieux que l'an dernier où une seule voiture avait franchi la ligne d'arrivée. Et autre moment fort, un défi entre un pilote humain et une IA. Devinez qui l'a emporté? Le véhicule autonome. Et alors que pense le pape de toute cette nouvelle technologie? Il s'est exprimé sur la progression, notamment de l'IA. C'était lors d'un entretien en ligne avec de jeunes catholiques américains. Je vous propose d'écouter Léon XIV et ses recommandations sur la nouvelle technologie. Pendant vos études, profitez au maximum de ce temps. L'IA peut traiter l'information à toute vitesse, mais elle ne remplacera jamais l'intelligence humaine. Et ne lui demandez pas de faire vos devoirs à votre place. Elle ne peut pas offrir une véritable sagesse. Il lui manque une dimension humaine essentielle. L'IA ne saura jamais discerner le bien du mal. Et voilà pour les 3 infotech. Tout de suite, notre grand dossier de la semaine, la Sportech. Et nous sommes en ligne depuis nos studios à Paris avec Benjamin Abitbol. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ambassadeur France de Sportech Nation. Si vous deviez résumer le domaine de la sport technologie en quelques mots, quels seraient ceux que vous employeriez? Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Les quelques mots-clés pour définir la Sportech serait d'évoquer des notions d'innovation, d'invention de sujets d'avenir pour développer le sport au moyen de la technologie. Ça peut toucher, j'imagine qu'on va en parler, de nombreuses débouchés, comme la performance, comme les médias, l'engagement des fans et de nombreux autres sujets. Alors, quelle est la dernière innovation qui vous a le plus impressionné justement dans ce domaine de la technologie du sport? Je pense que le sujet qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est les technologies qui permettent aux athlètes de très haut niveau, et ça se développe ensuite sur les athlètes amateurs, de prévenir les blessures, d'accompagner l'athlète dans sa préparation, son entraînement, sa performance, pour identifier des moments à risque où, effectivement, si la charge d'entraînement, de compétition n'est pas adaptée,
une blessure pourrait survenir et donc provoquerait une pause forcée de la pratique du sport. Et donc, il y a pas mal de boîtes qui travaillent à ce sujet aujourd'hui pour accompagner les athlètes de tout niveau afin de leur permettre de pratiquer leur sport en toute sécurité. Alors, il y a donc ça pour les athlètes de haut niveau, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent aussi d'améliorer les performances des sportifs en herbe comme vous et moi ? Oui, ça se développe beaucoup. Et d'ailleurs, il y a souvent des passerelles. On va dire que les athlètes de très haut niveau vont être un peu des précurseurs, des acteurs qui vont tester de nouveaux produits, de nouveaux services et en fait fixer une tendance, un virage, et seront des modèles, des exemples pour les sportifs amateurs. On peut parler, si on sort du sujet de la blessure, on peut parler du sujet de l'entraînement. Et effectivement, vous avez de plus en plus de plateformes qui vont se développer pour accompagner les athlètes sur tout type de sport. On peut parler des sports d'endurance, par exemple, comme le cyclisme, comme le triathlon, où des plateformes se développent pour aider coachs et athlètes à programmer leurs entraînements dans les semaines à venir selon un ensemble de données, leurs données d'entraînement récents, de sommeil, de nutrition, de repos, de récupération, les objectifs qu'ils se fixent aussi pour les semaines et mois à venir, qu'ils soient de niveau olympique ou de niveau amateur comme vous et moi. C'est effectivement des outils qui se développent énormément et qui permettent de moderniser la pratique du sport. Alors, est-ce qu'il y a un risque que la technologie l'emporte sur le sport réellement, selon vous ? Je suis désolé, je n'ai pas entendu ça couper. Est-ce qu'il y a, selon vous, la question ? Un risque que la technologie l'emporte sur le sport ? Non, je ne pense pas. Je pense que la technologie, et d'ailleurs c'est pas nouveau, hein, ça date depuis de nombreuses années, la technologie est au service du sport, dans le thème qui nous rassemble aujourd'hui, permet de moderniser le sport, sa pratique, mais aussi la façon dont on le suit. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de pratique du sport, mais il y a aussi beaucoup de technologies qui vont aider et moderniser la façon dont les fans peuvent suivre leurs athlètes favoris. Moi, il y a souvent une remarque qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du Parc des Princes, par exemple, le PSG peut commercialiser 45 000 places tous les 15 jours pour venir voir un match. Mais aujourd'hui, le PSG a peut-être 20 millions, 25 millions ou même plus de fans dans le monde. Donc comment, par la technologie, le PSG peut engager ses fans, les fidéliser, les divertir, générer des revenus aussi. Et la technologie offre de nombreuses solutions pour permettre au PSG, mais aux autres clubs, aux autres entités de sport, de fidéliser leurs fans et de diversifier leurs revenus. Alors justement, parlez-nous de ces technologies qui peuvent aider les clubs de sport, les équipes nationales à avoir plus d'engagement de leurs fans. Est-ce que ça passe par comment on retransmet un match ? Quelle est la technologie qui permet d'évoluer sur cela ? En réalité, il y a vraiment plusieurs chemins qui peuvent être suivis par ces différents acteurs. Vous avez des systèmes qui permettent d'offrir aux supporters un rôle plus important dans la vie du club. Vous avez des systèmes de points, de bonus, de tokens selon les technologies utilisées qui permettent aux supporters, on va dire, d'être propriétaires d'une partie virtuelle du club, et selon leur engagement, selon leur fidélité, selon le nombre d'actions qu'ils vont faire pour le club, ils vont, on va dire, marquer des points pour simplifier et pouvoir voter sur, par exemple, la décoration du stade, de la musique qui sera mise au stade, ou ce qui pourra être écrit sur le maillot des joueurs. Voilà, ce genre de choses qui permettent aux supporters de prendre conscience qu'ils peuvent être vraiment un acteur central de la vie du club. Voilà pour vous donner un exemple. Ok, peut-être un dernier mot sur le sommet organisé à Munich, Sporttech Nation, ce sera début décembre. Quel est l'objectif de ce sommet en quelques mots ? Alors le sommet en décembre, dans quelques jours effectivement, à Munich, va rassembler un grand nombre de startups innovantes dans la Sporttech, mais également des investisseurs, des clubs, des événements, des sponsors, des diffuseurs. Finalement, tout l'écosystème du sport business se rassemble à Munich début décembre pour échanger sur les sujets d'avenir, sur les dernières tendances, sur les investissements à ne pas rater dans un cadre très positif, et surtout greffé à ISPO Munich, qui est un événement
qui rassemble 50 000 personnes du sport business. Pas forcément avec une notion tech, mais voilà, Sport Tech Nation vient apporter cette notion, une sorte de capsule additionnelle qui se greffe au grand salon du sport sur la dimension technologie, innovation, start-up. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Abitbol d'avoir été avec nous, partenaire stratégique donc pour France Sport Tech Nation, ambassadeur France donc de Sport Tech Nation. Merci d'avoir été avec nous donc depuis nos studios parisiens, d'être venu jusqu'à nos studios parisiens. Je vous propose à présent de partir à la découverte d'un exemple concret de ce qu'est la Sport Tech appliquée aux athlètes. iBrainTech est une entreprise israélienne. Elle permet aux athlètes blessés de continuer à s'entraîner grâce à une sorte de casque neuronal. Il vous permet, grâce à des capteurs, de contrôler par la pensée un joueur de football ou de basket virtuel. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Alon Mahor et Michel Navo. Tout commence dans la tête. Le mental, c'est la clé. Vous avez forcément entendu ces expressions. Et si la performance sportive se jouait réellement dans la tête, dans notre cerveau? C'est ce que démontre aujourd'hui iBrainTech. Cette start-up israélienne fondée en 2019 à Tel Aviv a développé une technologie unique au monde, un outil qui marie neurosciences, sport et technologie. Ici à Tel Aviv, ce sont des dizaines de personnes qui travaillent sur une technologie extraordinaire qui permet à tout à chacun de contrôler un personnage de jeu vidéo. Alors l'objectif n'est pas de contrôler demain Lara Croft ou Assassin's Creed, mais de permettre à chaque athlète de s'entraîner, d'optimiser son entraînement. C'est une technologie que je vous propose d'aller découvrir ensemble ici à Tel Aviv. C'est une technologie utilisée aujourd'hui par des clubs de première ligue au Royaume-Uni, en Europe et dans d'autres clubs de football à travers le monde ou de basketball. De nombreux sportifs utilisent cette technologie israélienne. Une idée née dans la tête du docteur Konstantin Sonkin, fondateur et PDG d'iBrainTech. C'est né de 15 ans de mes recherches dans le domaine de la science cognitive et de l'intelligence artificielle. Depuis, l'intelligence artificielle et notre connaissance du cerveau se sont considérablement améliorées. J'ai donc voulu utiliser l'IA pour mieux comprendre notre cerveau et améliorer l'intelligence naturelle des humains. C'est pour cela que j'ai lancé iBrainTech, notamment pour que chacun autour du monde puisse entraîner son cerveau comme on entraîne notre corps. Pour comprendre comment cette technologie marche, il faut comprendre que notre cerveau fonctionne exactement comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient performant. Imaginez que vous allez au sport, vous voulez être en forme, par exemple, vous voulez avoir des biceps, vous voulez faire des développés couchés et le muscle va grossir. C'est la même chose avec le cerveau. Si vous voulez être plus concentré, il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Vous devez entraîner cette zone, des millions de neurones qui vont travailler de façon plus efficace. D'une certaine manière, le cerveau répond à l'entraînement comme notre corps y répond. On va au sport et on s'entraîne et on voit les progrès. Même chose pour l'entraînement cérébral. Et le mieux pour comprendre cette technologie, c'est de l'essayer. C'est ce que nous allons faire ensemble grâce à Daniel Esses, vice-président d'iBrainTech. Grâce à cet outil, je vais jouer au football en utilisant uniquement mon cerveau. Cette casquette a été spécialement conçue pour intégrer ces capteurs. Vous pouvez les toucher. Ce sont ces capteurs qui vont détecter votre activité cérébrale, l'activité électrique. Et ces capteurs détectent cette activité électrique et notre intelligence artificielle va traduire cela et l'afficher sur l'écran. On est prêt à y aller, Christopher. On va y aller pour votre premier match de football cérébral. L'idée, c'est que vous allez penser au mouvement, à la concentration. Où êtes-vous? Quel mouvement fait votre jambe? Quelles sensations vous avez? Exactement la même chose que vous feriez si vous étiez sur un vrai terrain. Sur l'écran s'affiche alors en vert et bleu mon activité cérébrale. Chaque mouvement commandé par mon cerveau s'affiche alors à l'écran. Avec Daniel, nous allons d'abord choisir mon avatar, celui que je vais incarner et faire bouger simplement en y pensant. Quand mon joueur tombe sur ces images, c'est que je n'étais pas assez concentré et la connexion entre le jeu, l'interface et mon cerveau a été interrompue. T'inquiète pas, concentre-toi, reconnecte-toi et respire un bon coup. Après quelques minutes de concentration extrême, le jeu peut enfin commencer et parmi les scénarios proposés, la passe décisive. T'es censé envoyer le ballon dans cette direction. Concentre-toi et vise là-bas. Tu verras que ce sera de mieux en mieux, mais comme je te parle, ça cause forcément une petite distraction. Donc si je viens ici tous les jours, je vais pouvoir marquer des buts dans le jeu et après dans la vraie vie. Exactement.
Pas forcément tous les 2 jours, 2 à 3 fois par semaine, 20-25 minutes, à la maison, ici, dans leur centre d'entraînement. Et ensuite, ils peuvent s'entraîner virtuellement à ce qu'ils font sur le terrain, construire des connexions neuronales. Et quand ils sont de retour dans un stade, ça devient presque automatique. Et on a la chance de travailler avec de grands joueurs. Et leur retour, les résultats sont, Dieu merci, magnifiques. C'est super. Donc je reviens 2 fois par semaine et je serai le nouveau Mbappé. Durant le test, d'autres scénarios ont été proposés, comme le corner sur ces images ou encore le simple penalty. Aujourd'hui, cette technologie s'adresse surtout aux sportifs de haut niveau, mais demain, elle pourrait être élargie à d'autres secteurs. Une fois que l'élite du sport a validé la technologie, vous avez une opportunité unique, car les clubs sont très puissants. Si Messi ou Ronaldo disent que quelque chose est bien, on a tendance à leur faire confiance, car ce sont des modèles, je dirais. On n'est pas limité par le sport, il n'y a pas que les athlètes qui veulent exercer leur cerveau et prendre de meilleures décisions et les appliquer. Il n'y a pas que les athlètes blessés qui veulent retourner à leur vie et continuer à s'entraîner alors qu'ils ne peuvent pas bouger. Donc, on fait de nombreux essais cliniques aux États-Unis avec nos partenaires stratégiques dans des hôpitaux importants. Depuis l'Antiquité, on ne cesse de répéter un esprit sain dans un corps sain. Et on en a la preuve concrète ici, avec cette technologie développée par iBrainTech. Du sport de haut niveau à la réhabilitation médicale, cette technologie peut révolutionner le monde de demain. Une révolution qui prouve que dans le sport comme dans la vie, tout est dans la tête. Et j'accueille désormais sur ce plateau Aurélie Levine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du marketing chez Sonic Bonne. Merci d'être avec nous. Racontez-nous ce que fait votre entreprise. Bonsoir. Nous avons développé une technologie d'échographie pionnière pour estimer l'âge osseux et faire une prévision de la taille des jeunes, de la taille définitive. Donc on place le bras sur cet appareil, il mesure en 3 lieux sur le bras, il fait une échographie et ensuite on met les phalanges ainsi. Et il y a aussi les métacarpes qui sont examinés et les résultats sont obtenus immédiatement. Alors, pourquoi c'est important pour un sportif ou l'environnement d'un sportif, ceux qui l'emploient, de connaître l'âge osseux ou l'âge de maturation biologique d'une personne ? Une des caractéristiques qui a l'impact le plus important sur les performances d'un jeune athlète et aussi la probabilité qu'il se des blessures, c'est si on prend une couche, par exemple, de jeunes qui ont 14 ans. S'il y en a un dont le développement est un peu plus tardif, qui n'a pas encore atteint la puberté, il peut avoir un âge osseux de 12 ou 13 ans. D'un autre côté, on peut avoir un jeune dont l'âge osseux est de 17 ans. Et même s'ils ont chronologiquement le même âge de 14 ans, eh bien, il y a une différence immense entre ces 2 jeunes. Alors, quelle est l'histoire derrière votre entreprise, derrière Sonic Bonne ? Je crois savoir que c'est une entreprise familiale. Oui, c'est un projet familial et nous avons commencé à être dans le domaine clinique pour nous adresser aux pédiatres et aux endocrinologues et nous avons voulu offrir une méthode alternative à l'estimation qui se fait aujourd'hui sur la base de rayons X. Aujourd'hui, sur la base de l'échographie, on a un test qui est plus qui est plus précis et l'idée c'est de remplacer le test par rayon X. Alors il y a un aspect éthique aussi de travailler avec des mineurs. Comment vous gérez cet aspect éthique ?
Alors, bien entendu, c'est une technologie qui a été validée avec des recherches cliniques en Israël et dans le monde, et nous avons eu l'autorisation de tous les comités d'éthique et tous les protocoles ont été respectés. Il y a beaucoup d'articles professionnels qui ont été publiés, et bien au contraire, à partir du moment où les gens savent qu'il y a une alternative qui peut éviter la radiation des rayons X et que la méthode est plus efficace et plus précise, c'est quelque chose qui est très bien accueilli. Surtout dans le domaine du sport pour les jeunes, parce que il y a un impact très important, parce que l'entraînement et l'évolution du sportif, tout cela a un impact très important. Merci beaucoup, Uri Levin, d'avoir été avec nous, d'avoir fait la démonstration donc de Sonic Bone. Je rappelle que vous êtes vice-président marketing donc de cette entreprise familiale. Merci d'être venu ce soir sur le plateau d'Innov Nation. On va continuer à parler en quelque sorte du métabolisme de certains sportifs à la maison. Peut-être que, comme moi, vous tentez de construire un summer body. Certains d'entre vous suivent peut-être ce qu'on appelle des fitfluencers, ces influenceurs spécialisés dans le fitness ou le sport. Une étude révèle un fait assez surprenant à leur sujet. Océane Nicole est avec nous depuis la salle de rédaction. Bonsoir Océane. Une étude indique que si l'écart physique entre un influenceur et son follower est trop grand, eh bien cela devient décourageant. Oui, Christopher, et donc la solution pour ne pas décourager les personnes qui regardent ces fameux fit influenceurs, eh bien c'est tout simplement de ne pas être trop beau. Alors c'est une étude réelle qui a été menée sur une centaine de personnes, menée par The Conversation, où une centaine de personnes, eh bien ils ont eu devant leurs yeux des profils, des photos de fit influenceurs moyens et d'autres plus beaux. Et l'étude, eh bien s'est rendu compte que eh bien les personnes ont plus facilement liké, aimé les photos des fit influenceurs qui étaient un petit peu moins beaux que les autres. Conclusion, donc il y a un réel manque d'intérêt pour les influenceurs fitness trop beaux, et si l'influenceur est trop beau, trop musclé, trop bronzé, il a un côté trop parfait, et donc il y a trop d'écart avec la personne qui regarde, et résultat, elle se décourage. Mais selon cette étude, si les profils les plus attrayants physiquement eh bien, avaient tendance à raconter un petit peu leur déboire pour arriver justement là où ils sont, et bien là, il y a un engagement qui est de nouveau très positif. À noter, Christopher, aussi selon cette enquête, il y a une différence entre les hommes et les femmes, puisque les hommes ont tendance à juger trop sévèrement les femmes lorsque ces femmes eh bien, sont très musclées. Selon donc cette enquête, donc, eh bien, ça montre que dans le cas des influenceurs fitness, eh bien, ce n'est pas la beauté qui rentre en compte, ni même le nombre d'abdominaux. Et en plus de l'apparence, à noter aussi qu'il y a l'humilité qui est un outil efficace si on veut percer plus facilement dans le domaine des réseaux sociaux, en tout cas pour les sportifs. Voilà, maintenant Christopher, vous avez toutes les clés en main pour être un véritable fit influenceur et réussir sur les réseaux sociaux. Merci Océane, le chemin est encore très long. Avant cela, place tout de suite à Retrotech. Et dans le rétroviseur d'Innov Nation cette semaine, GoPro, vous savez, ces mini caméras embarquées qui font le bonheur des sportifs. Eh bien, cette caméra a été imaginée en 2002 par un Australien, et Océane Nicole nous raconte l'histoire de cette entreprise qui atteint aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus d'1,5 milliard de dollars. Regardez. C'est sur les plages d'Indonésie et d'Australie que l'histoire de GoPro commence. À l'origine, Nick Woodman, un Américain passionné de surf. Alors sans emploi, il part en surf trip en Australie. Il enchaîne les vagues, mais personne ne peut le photographier ou le filmer pendant ses exploits. C'est comme ça que l'idée d'une caméra portable qui pourrait filmer les surfeurs vient alors chez Nick Woodman. Il élabore les premiers prototypes de sa caméra sportive qui peut résister à l'eau et au choc, le tout avec un bracelet adaptable qui permet à la caméra de tenir en place et de suivre les mouvements et gestes de la personne qui le porte. En 2002, GoPro voit officiellement le jour et très vite, ces caméras sont adoptées par les sportifs de haut niveau. Du surf au ski en passant par la plongée ou même les sports extrêmes, les GoPro deviennent un objet incontournable pour les sportifs.
Des milliers de vidéos mettant en scène les exploits des sportifs et amateurs à travers le monde sont alors partagées sur les réseaux sociaux. La GoPro devient virale. Caméra d'action, drone ou caméra à 360 degrés, Nick Woodman diversifie son offre. Rien que pour l'année 2011, plus d'1 million de caméras seront vendues. Un an plus tard, l'entreprise américaine fait son entrée en bourse. En 2015, GoPro atteint un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de dollars. Mais la marque connaît depuis une chute libre. La raison, la concurrence qui arrive sur le marché. Des produits moins chers et tout aussi expérimentés détrônent depuis GoPro de son trône. Ce 4e épisode d'Innovation touche déjà à sa fin. Rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle édition consacrée cette fois-ci à la food tech, les nouvelles technologies dans notre assiette, à quoi ressembleront nos menus de demain. Nous vous emmènerons notamment à la découverte de Meala Food, une start-up israélienne qui nous propose les protéines du futur. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode d'Innovation. En attendant, merci d'avoir exploré le futur avec nous. Bonne soirée à tous sur i24 News en français.